Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir un prologue un petit peu particulier puisque je vais vous faire visiter une partie des coulisses des préparations de mes vidéos. Bien entendu, ce ne sera qu'un tout petit bout de cette vidéo au début et après, on entame les choses sérieuses. Dans ma fenêtre de terminal, je me trouve ici dans ce répertoire-ci, qui est le répertoire d'une petite application qui s'appelle Tableau des cavernes. C'est un programme que j'ai écrit en C assez rapidement il y a plusieurs années de cela. Je vais vous montrer dans quel cas je m'en sers. Je m'en suis servi dans aucune des vidéos précédentes pour l'instant. Mais d'abord, je vais vous parler d'une commande qui existe avec ce terminal qui s'appelle ls. Cette commande permet principalement de savoir quels sont les fichiers qui se trouvent dans le répertoire dans lequel nous sommes. Imaginons par exemple que je veuille savoir si dans ce répertoire, il existe un fichier qui s'appelle toto.txt. Dans ce cas, voici le résultat. Il faut en conclure qu'il n'existe pas de fichier qui s'appelle toto.txt. Si je veux savoir, est-ce qu'il existe un fichier qui s'appellerait toto.n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quelle extension. Dans ce cas, je vais faire lstoto.étoile. Et là, non, il n'y en a pas non plus. Je veux savoir s'il y a un fichier qui s'appelle int07.ppm. Bon, la réponse sera oui. Et puis, je veux savoir s'il existe un toto.txt et un int07.ppm. Et bien, il n'y en a qu'un des deux qui est trouvé. Donc, on le voit. En fait, si je veux savoir quels sont tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire tableau des cavernes /dev, je fais tout simplement ls étoile. Mais en réalité, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dans ce répertoire. Alors, maintenant, je vais lancer caverne.exe, le fichier exécutable de mon petit logiciel que j'ai baptisé Tableau des cavernes, et je veux que mon logiciel charge toutes les images qui sont dans des fichiers int-quelque-chose.ppm. Alors, d'abord, on va regarder ce que dit ls. Qu'est-ce que j'ai comme nom de fichier qui commence par int, puis après il y a n'importe quoi, puis .ppm. Il y en a 10, ils sont numérotés de 0,1 à 10. OK. Donc, je vais, disais-je, exécuter le lancement de mon programme en lui donnant en paramètre int-étoile.ppm. Et mon programme au lancement, il va voir pas juste ça, il va voir comme s'il avait 10 paramètres. Et chacun de ces 10 paramètres, ce sont ces 10 noms de fichiers-là. Donc, je lance le programme et il charge les fichiers un par un. Chaque fichier contient une image. Et pour chaque image, il y a un pré-traitement à faire avant que le programme puisse se lancer, d'où la lenteur du démarrage. Et ce que vous voyez là, bien sûr, c'est la première des 10 images. Et avec ce petit programme, hop, parmi les choses que je peux faire, je peux choisir une couleur. On va prendre le blanc qui est la couleur du fond. Je peux choisir un outil de dessin. OK, hop, je me suis trompé d'outil de dessin. Je me suis trompé d'outil de dessin. Hop. J'ai choisi le rectangle. Donc là, je peux, en plaçant des rectangles, tout simplement enlever ce que je veux sur l'image affichée. Ce qui me permet, par exemple, d'entamer pour de vrai ma vidéo. Ça y est, la vidéo va commencer maintenant, de la façon suivante. Bonjour à tous, nous sommes le 6 août 2025. Cette vidéo sera sûrement publiée un an plus tard. Nous allons parler aujourd'hui des types entiers natifs en C, en langage C. Qu'est-ce que ça veut dire natif? On va l'expliquer. Cela nous permettra au passage, ce ne sera qu'un petit détail dans ce qu'on doit raconter aujourd'hui, comment ça se fait que size of the int est égal à 4. Et je vous conseille d'écouter la vidéo précédente si cette histoire de size of, ça ne vous parle pas. D'une façon générale, pensez à bien écouter mes vidéos dans l'ordre plutôt que dans le désordre. Je suis toujours Jacques-Olivier Lapeyre et je vous apprends à programmer en langage C.
En tout cas, si vous arrivez à accepter la forme très primitive des vidéos ainsi que leur caractère improvisé. En effet, faire ces vidéos, n'est nullement mon activité professionnelle, ni une activité qui voudrait le devenir un jour. Donc, j'y consacre peu de temps. Ma vie est riche en programmation et en enseignement de la programmation, mais pas seulement. Et je ne veux pas non plus prendre une trop grosse partie de mon temps libre pour créer ces vidéos. Pour autant, je pense qu'elles ne sont pas dénuées d'intérêt parce que qu'est-ce qu'on fait ensemble? On code, on teste, on explique, on corrige les erreurs. Bref, on avance et ça se passera bien parce qu'il y a mon expérience à la fois technique et pédagogique à votre service. Commençons par rappeler quelque chose que nous avons tous fait dans les petites classes, même si nous ne nous en souvenons pas forcément, c'est la décomposition décimale d'un nombre entier. Je choisis pour l'exemple le nombre 1623. Le nombre a été choisi au hasard. La seule contrainte, c'est que je ne voulais pas choisir un nombre trop petit, histoire que ce soit un peu intéressant. Je décompose ce nombre de la façon suivante. 1 fois 1000, plus 6 fois 100, plus 2 fois 10, plus 3 fois 1. Bon, ok. Pour 1000, j'ai mis 10 puissance 3, pour 100, 10 puissance 2, pour 10, 10 puissance 1, et pour 1, 10 puissance 0. On rappelle que 10 puissance 0, ou 2 puissance 0, ou 16 puissance 0, ou pi puissance 0, ça fait 1. Bon, il n'y a rien de surprenant. Sur la page suivante non plus, il n'y aura rien de nouveau. Hein. Ah, sur celle d'après, peut-être, en revanche, tenez bon. Je commence par réécrire ce qu'il y avait à la fin de la page précédente d'une manière un tout petit peu plus concise. Et je rappelle qu'on dit que 1, 6, 2 et 3 sont les chiffres du nombre 1623. L'ordre de ces chiffres est important. Par exemple, si j'échange le 6 et le 1, ça ne donne plus le même nombre, parce que 6 fois 10 puissance 3 plus 1 fois 10 puissance 2, évidemment, ça ne donne pas la même chose que l'inverse. Notre succession de chiffres donnerait donc un autre nombre. On peut donc écrire que ce nombre qui s'écrit comme ça en toutes lettres est égal à 1, 6, 2, 3. 1, 6, 2, 3, c'est ce qu'on appelle l'écriture décimale du nombre 1623. Et pourquoi on parle d'écriture décimale? Parce qu'on a 10 chiffres. On peut représenter ce genre de choses avec un petit tableau de ce genre-là. Vous avez en bas les chiffres et en haut ce qu'on pourrait appeler le poids de chaque chiffre. Bon, j'ai mis 0 dans la colonne des 10 puissance 4 parce que je me suis trompé, j'ai fait une case de trop à mon tableau. Pourquoi avons-nous inventé un système avec 10 chiffres? On nous explique souvent que c'est parce que nous avons 10 doigts et que donc c'était naturel de compter avec 10 chiffres. C'est sans doute vrai, mais au fond, j'en sais rien. Maintenant, imaginons une autre réalité dans laquelle nous n'aurions inventé que 2 chiffres. Pour écrire tous les nombres entiers, nous n'avons que 2 symboles. 0 et 1, pourquoi pas? Autant que ces 2 uniques chiffres nous rappellent les 2 premiers chiffres décimaux. On dit alors qu'on compte en base 2 ou en binaire. Un nombre comme 1623, en réalité n'importe quel nombre entier, peut être décomposé en base 2. Sur les pages d'avant, nous avons rappelé comment on pouvait décomposer ce nombre en base 10. Maintenant, on va le décomposer en base 2. Alors, je fais remarquer que si j'écris 1, 6, 2, 3, c'est clairement pas une écriture en binaire, puisque dans une écriture en binaire, il peut y avoir que des 0 et des 1. Donc, là, j'ai opté pour un code de couleur dans cette vidéo. Le vert, c'est pour les chiffres décimaux, et le marron, là, c'est pour les chiffres binaires. Voilà comment on décompose 1623 en base 2. Alors, c'est exactement la même chose que la page d'avant. La page d'avant, on avait des chiffres qui étaient pour le coup verts, qui étaient multipliés par des puissances de 10.
Là, on a des chiffres qui maintenant sont marrons, ce sont des chiffres binaires, ce sont tous soit 0, soit 1, qui sont multipliés par des puissances de 2. Si vous n'avez pas l'habitude de voir les puissances de 2, vous pouvez trouver que ces nombres sont bizarres, mais ce sont les puissances de 2. Regardez, si on part de la fin, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., ce sont bien les puissances de 2. Par exemple, 32, c'est 2 puissance 5. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 multiplié par lui-même 5 fois, ça donne bien 32. Alors, vous pouvez estimer qu'il n'est pas utile de noter les 0 fois quelque chose. Évidemment, on peut les enlever. Et d'ailleurs, sur la page suivante, je vais les enlever. Je vais garder que les une fois quelque chose. En attendant, je vous annonce déjà que le nombre qui s'écrit 1, 6, 2, 3 en base 10 est égal au nombre qui s'écrit 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 en base 2. Comment on trouve ce résultat-là? Il suffit de lire dans l'ordre, c'est-à-dire de haut en bas et sur chaque ligne de gauche à droite, les chiffres binaires écrits en marron dans la décomposition. On lit bien 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Et notez l'écriture avec les parenthèses en bas de la page. Ça, c'est pas une habitude de moi, c'est vraiment une convention dont on se sert, une convention d'écriture dont on se sert souvent chez les informaticiens, j'ai cru comprendre chez les mathématiciens aussi. Voilà. La dernière ligne se lit le nombre qui s'écrit 1, 6, 2, 3 en base 10 est égal au nombre qui s'écrit 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 en base 2. Et ce nombre-là, on le lit 1623 parce que la façon dont on nomme les nombres est adaptée au fait qu'on compte en base 10. Ce nombre-là, je ne le lis pas 11 milliards, 1 million, 10 111. Pourquoi? Parce qu'on me dit que c'est l'écriture de nombres en base 2 et qu'en base 2, il n'y a pas de millions, il n'y a pas de milliards, il n'y a pas de dizaines, il n'y a pas de centaines, il n'y a pas de milliers. Il y a plutôt des unités comme en base 10, mais aussi des 2n, des 4n, des 8n, des 16n, etc. Alors qu'en base 10, on va compter en unités, en dizaines, en centaines, en milliers, etc. En haut, petit résumé de la page précédente, c'est juste que j'ai vraiment écrit sous forme de puissance de 2. Par exemple, 1024, je l'ai remplacé par 2 puissance 10, puisque 2 puissance 10, ça fait 1024, etc. Et j'ai enlevé les termes qui avaient pour forme 0 fois quelque chose, puisqu'effectivement, ils ne servent à rien. Je rappelle aussi l'égalité 1, 6, 2, 3 en base 10 égale 1, 1, 0, 0, blablabla en base 2. Et je montre l'écriture de 1623 en base 2 dans un tableau. Donc cette fois, le poids de chaque chiffre ne sont plus des puissances de 10, mais des puissances de 2. Donc, la succession de chiffres en marron qu'on voit là, c'est l'écriture binaire du nombre qui s'écrit 1, 6, 2, 3 en base 10. Et il se trouve que les ordinateurs savent additionner, soustraire, multiplier, diviser, etc. les nombres dès qu'ils sont sous forme binaire. Alors, qu'est-ce que je mets dans le etc. C'est pas le sujet du jour. Le nombre 1623 peut s'écrire avec 4 chiffres décimaux, 1, 6, 2, 3, mais il faut 11 chiffres binaires pour écrire le même nombre. Je le rappelle, un chiffre binaire, ça s'appelle un bit. Donc, vous voulez écrire ce nombre en binaire, il vous faut au moins 11 bits. Ou plus, on peut rajouter des zéros à gauche si on veut, comme en décimale. L'écriture binaire de 1623 est donc en 2 octets. Voici 1623 écrit en binaire sur 2 octets, c'est-à-dire sur 2 paquets du bit, 16 bits. Vous pouvez voir que le nombre tient bien sur 11 bits, mais on a rempli les 5 bits supplémentaires pour passer de 11 bits à 16 bits en bleu. Les chiffres manipulés par les ordinateurs n'ont évidemment pas de couleur. L'ordinateur n'a pas de 0 bleu et de 0 marron, hein, mais c'est pour la compréhension. Si je veux qu'un ordinateur manipule le nombre 1623, eh bien, il faut stocker ce nombre sur 16 bits de données au moins.
8, un seul octet, c'est pas suffisant. Vous avez compris que le petit trait rouge vertical, c'est la séparation entre les deux octets. Maintenant, dites-vous bien que ce nombre 1623 en binaire sur 16 bits peut très bien être écrit comme ça. On a juste échangé les deux octets qui composaient le nombre. Dans cette vidéo, on va dire « Oh, c'est une version alternative ». En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'ordinateur fait des opérations sur des nombres en binaire, il fait ces opérations comme si les nombres étaient écrits de façon normale et pas de façon alternative. Et un programmeur, quasi tout le temps, s'il a besoin de visualiser comment les nombres peuvent être représentés, et heureusement on ne passe pas du tout notre temps à ça, il imagine que les octets comme ça sont dans le bon ordre. Il est rare qu'on ait besoin, quand on est programmeur, d'imaginer des situations où l'ordre des octets est inversé. C'est rare. Mais ça arrive parfois, parce que parfois on est confronté à un problème qui s'appelle l'endianness. Et ce n'est pas quelque chose dont on va parler aujourd'hui. Mais dites-vous bien que dans la mémoire d'un ordinateur, parfois les octets qui représentent un nombre entier ne sont pas dans l'ordre auquel on pourrait s'attendre. Et je vais me répéter. En pratique, c'est super rare qu'on ait besoin de se préoccuper de ça, mais on sera obligé un jour de parler de ce sujet. La version normale du nombre 1623 écrit sur 16 bits de la page précédente. La version normale, hein, pas celle où les deux octets ont été échangés, s'appelle la version 16 bits non signée du nombre 1623. On va tout expliquer. D'abord, on rappelle qu'elle est comme ça, qu'elle ressemble à ça. Et maintenant, je vais vous faire une petite remarque. Comment savoir si la succession de 0 et de 1 qu'on voit là représente un nombre positif ou un nombre négatif? C'est une vraie bonne question, parce que l'ordinateur ne reconnaît pas 4 symboles qui seraient 0, 1, plus et moins. Non, il reconnaît que 2 symboles. Il faut être capable, in fine, de tout représenter avec juste des 0 et des 1, y compris le signe d'un nombre entier. Alors, pourquoi est-ce que ce que vous voyez là s'appelle la version 16 bits non signée? Et non signée parce qu'on ne se préoccupe pas du signe. Autrement dit, si je vous montre cette succession de 0 et de 1 là, et si je vous dis que ça représente un entier non signé, vous pouvez être certain que c'est un entier positif. Et vous pouvez calculer sa valeur décimale si vous voulez, en additionnant les bonnes puissances de 2, c'est-à-dire les puissances de 2 des colonnes où il y a des 1. Maintenant, imaginons que je veuille pouvoir, toujours avec 16 bits, représenter aussi bien des entiers positifs que des entiers négatifs. Et bien dans ce cas, le premier bit, celui qui est le plus à gauche sur ce schéma-ci, eh bien, on va s'en servir non pas pour stocker un des bits du nombre, un des chiffres binaires du nombre, mais pour représenter le signe. On mettra un 0 pour représenter un nombre positif et un 1 pour représenter un nombre négatif. Autrement dit, ce qu'on appelle la version 16 bits signée de 1623, c'est ceci. Donc, non signé, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe. Aucun des 16 bits doit être considéré comme le signe du nombre. Alors que signé, ça veut au contraire dire que un des bits, normalement le premier, représente le signe du nombre. Donc, 1623 en version 16 bits signée, ça donne exactement, finalement, la même succession de 0 et de 1 que sa version 16 bits signée. On peut maintenant se demander comment représenter en 16 bits signée le nombre moins 1623. Voici la réponse. Pas de panique. Non, pas de panique. Une fois de plus, vous allez voir, c'est pas méchant. Premièrement, le bit le plus à gauche est un 1.
Et quand le bit le plus à gauche est un 1 pour un entier signé, on comprend que c'est un nombre négatif. Et là, vous pouvez constater que la succession de bits, là, après le 1 du début, là, les 15 autres bits, c'est bizarre, c'est pas du tout les mêmes qu'une ligne au-dessus. Autrement dit, quand on représente un nombre négatif dans l'ordinateur, il n'y a plus d'histoire de multiplier machin par les puissances de 2, tout ça. Là, c'est plus aussi simple. Alors, on ne va pas expliquer le détail, parce que ce n'est pas une vidéo consacrée à la représentation exacte des nombres négatifs. Il y a encore une chose importante à dire à partir de cette page. Si je vous montre la dernière ligne, et elle seule, mais sans vous dire que c'est signé, est-ce que vous pouvez deviner si c'est un nombre signé ou pas? Non, vous ne pouvez pas, parce que les barres en rouge, vous ne les voyez pas. Je veux dire, vous êtes l'ordinateur, les chiffres binaires n'ont pas de couleur, il n'y a pas non plus de séparation de couleur entre deux chiffres. Donc, si je vous montre ces 16 bits-là en vous disant c'est un entier, mais sans préciser si l'entier est signé ou non signé, vous ne pouvez pas savoir si c'est un entier signé, donc forcément négatif puisque son premier bit vaut 1, ou si c'est un entier non signé, et donc forcément un nombre positif, puisque les entiers non signés sont forcément positifs, dont accessoirement le chiffre ayant le plus grand poids vaut 1. C'est très important ce que je vous dis là. Je suis en train de vous expliquer qu'une succession de 0 et de 1, si on ne sait pas exactement de quel type de données il s'agit, eh bien on ne peut pas comprendre ce que c'est, ou on ne peut pas être sûr de ce qu'on a sous les yeux. Qu'est-ce qui vous dit par exemple que ce petit paquet de 16 bits, c'est un seul entier représenté sur 16 bits? Ça pourrait être deux entiers représentés chacun sur seulement 8 bits, et juste l'un à la suite de l'autre dans la mémoire de l'ordinateur. En langage C, on sait que size of the int vaut 4. On le sait depuis la vidéo précédente. Ça veut dire qu'une variable de type int occupe donc 4 octets, soit 32 bits de mémoire. Un int peut être signé ou non signé. En langage C, il y a les mots-clés signed ou unsigned pour préciser si un int est signé ou non signé. En langage C, si j'écris ça, je déclare x comme une variable de type entier signé et je lui donne la valeur 42, ce qui pose 0 problème. Je peux aussi écrire ça. Dans ce cas, je déclare la variable y comme un entier non signé et je lui donne la valeur 51. Un entier non signé est nécessairement positif, mais comme 51 est une valeur positive, il n'y a pas de problème. Donc, OK également. Je peux aussi écrire ça. Int z égale moins 4. Les int, par défaut, sont signés. Donc, si je veux un entier signé, normalement, je n'ai pas besoin de préciser qu'il est signé. À partir du moment où il est signé, il peut avoir une valeur négative, donc OK. Et je peux également écrire, du moins je peux essayer, unsigned int t égale moins 1. Dans ce cas, t est non signé et donc il est forcément positif. Donc si j'essaie de ranger la valeur moins 1 dedans, en principe, le compilateur ne va pas laisser passer ça. Si votre compilateur laisse passer ça, à l'exécution de votre programme, vous risquez d'avoir des surprises. Rien de grave, votre ordinateur ne va pas se mettre à fumer et votre disque dur ne va pas lâcher d'un coup. Si ça arrivait pile à ce moment-là, ce serait vraiment un coup de malchance inouï, une pure coïncidence, un pas de bol galactique. Si T est un type d'entier natif, natif ça veut dire que c'est un type d'entier qui est défini dans le langage C au sein du langage lui-même. On n'a pas besoin d'étendre le langage pour lui ajouter des types d'entiers qu'il ne connaît pas de lui-même. Donc, T, c'est quoi? Ben, par exemple, ça peut être int, mais ça pourrait aussi être short. Short, c'est un type d'entier qui tient sur 16 bits seulement au lieu de 32. Donc, dans le cas où size of de T vaut 1, ça existe. Un size of ne peut pas être plus petit que 1. Hein.
on peut effectivement représenter un nombre entier sur un seul octet. Dans ce cas, les valeurs de t, j'écris t est entre 0 et 255. Non, il faut lire les valeurs de t sont entre 0 et 255. En tout cas, dans le cas où l'entier est non signé, parce que s'il est signé, la valeur n'est pas entre 0 et 255, mais entre moins 128 et plus 127. Alors, pour comprendre pourquoi c'est moins 128 d'un côté et pourquoi c'est plus 127 de l'autre, il faut en savoir un petit peu plus que ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant sur la représentation des entiers négatifs. D'ailleurs, je ne prévois pas de faire de vidéo spécialement sur les entiers négatifs, enfin sur la représentation binaire des entiers négatifs, parce qu'on n'a pas du tout d'urgence à faire ça. J'en ferai une un jour si c'est nécessaire. Sachez que dans la vie d'un programmeur, normalement, on n'a pas trop besoin de s'en soucier. Maintenant, si le sujet vous intéresse, évidemment, c'est toujours pareil, vous pouvez chercher des informations ailleurs que sur ma chaîne. Dans le cas où sizeof de t vaut 2, 16 bits, là, les valeurs sont entre moins 32 768 et plus 32 767. En tout cas, dans le cas où l'entier est signé, à partir de maintenant, je ne m'intéresse plus qu'aux entiers signés. Dans le cas où sizeof de t vaut 4, vous avez des valeurs comprises entre ces deux bornes-là. Ça commence à faire des nombres plutôt grands. En pratique, la plupart du temps, quand on a besoin de manipuler des entiers, quand on programme, en pratique, on a rarement besoin de plus de 32 bits. C'est pour ça que le type d'entier de base du C, à savoir le type int, a un sizeof égal à 4. Tous les int sont sur 4 octets, qu'ils soient signed ou unsigned. Le fait qu'un type d'entier soit signed ou unsigned, ça ne change pas le nombre de bits qu'il occupe en mémoire. Enfin, si sizeof de t vaut 8, on a des valeurs entre des nombres hyper gigantesques. Hein, là, voilà. Bon. Alors, 8 octets, ça fait 64 bits, et nous sommes à l'ère des machines, des ordinateurs et des consoles 64 bits, ce qui signifie entre autres que si on fait des opérations sur des entiers qui ont une taille pas plus grande que ça, eh bien, nos circuits savent faire les calculs le plus rapidement possible. Voilà. Dès qu'on a besoin, sur un ordinateur 64 bits, de faire des calculs avec des entiers qui prennent chacun plus de 64 bits de mémoire, eh bien, le calcul est faisable, mais on ne peut plus le faire avec la meilleure vitesse possible. Ça prend plus de temps de toute façon. Alors, est-ce qu'en langage C, il existe un type d'entier natif qui tient sur plus de 64 bits? Là, tout de suite, je ne saurais pas dire. Je crois que chez certains compilateurs, ça existe, et peut-être pas chez d'autres. Mais je ne suis pas sûr. Si d'aventure, vous avez un jour besoin de manipuler de très très grands entiers en valeurs exactes, parce que si on peut se contenter de valeurs approchées, il y a des bricolages possibles. Hein. Mais des entiers vraiment très grands, c'est-à-dire que 64 bits, ça ne suffit pas forcément, même à la limite 128 bits non plus. En fait, des entiers qui pourraient être aussi grands que possible, arbitrairement gigantesques, du moment quand même qu'ils puissent entrer dans la RAM de nos ordinateurs, évidemment. Eh bien, il y a quelque chose, il y a un type de données, un type d'entier qui existe pour ça, qu'en général, on nomme begin, écrit avec un B minuscule ou majuscule selon les cas. Sachez que ce type de données n'existe pas nativement en C. Ça veut dire que si dans un programme écrit en C, vous avez besoin un jour de begin, et laissez-moi vous dire qu'il y a très peu de programmeurs dans le monde qui ont besoin de ce genre de données-là un jour. Hein. Mais si un jour vous en avez besoin et qu'en plus il est pour une raison quelconque nécessaire que vous écriviez le programme en C, vous pouvez vous servir de bibliothèque pour ça. Une bibliothèque, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va expliquer exactement ce que c'est, on va juste dire que une bibliothèque, c'est quelque chose qu'on peut ajouter à un langage. Après, tous les langages de base ont une bibliothèque. C'est-à-dire que quand vous codez en C, vous vous servez de ce qui existe nativement en C, c'est-à-dire ce qui est défini par le langage lui-même, mais il y a aussi un ensemble de bibliothèques qu'on appelle les bibliothèques standards et qui sont toujours fournies avec un compilateur C. Mais quand vous codez en C, vous pouvez aussi prendre des bibliothèques qui ne sont pas les bibliothèques standards,
hein, des bibliothèques qui ont été créées par d'autres programmeurs dans le monde, et vous pouvez vous-même écrire vos propres bibliothèques. Donc, on peut créer ce type de données soi-même, on peut créer soi-même en C de quoi manipuler des BigInt. Je l'ai fait récemment, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, notamment parce que j'ai pas créé des BigInt juste pour créer des BigInt, il y avait un autre projet derrière, mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Ce pourquoi je précise pour tout le monde que en Python, alors Python c'est un autre langage de programmation que c'est, hein, les entiers natifs sont directement des BigInt. En Python, dès que vous manipulez des valeurs entières, ce sont des BigInt par défaut. Au point qu'il faut faire quelque chose de particulier en Python si vous voulez manipuler des entiers normaux qui sont, mettons, limités en taille à 32 bits ou à 64 bits. Voilà. En Python, il y a une logique qui est sur ce point-là le contraire de C. Les entiers accessibles directement, les entiers natifs, sont des BigInt. Le principal avantage de ça, c'est que en Python, vous pouvez faire des calculs avec des entiers gigantesques sans problème. Le principal inconvénient, c'est que les calculs sur des BigInt sont beaucoup plus longs que les calculs faits avec des entiers sur 32 ou 64 bits. Après, ça n'empêche pas que la façon dont les BigInt sont implémentés dans le langage Python, c'est plutôt rapide. Mes BigInt à moi sont plus lents. En même temps, j'y ai consacré que quelques jours de ma vie, j'ai pas du tout fait le travail de quelqu'un qui maîtrise à fond le sujet. Je tiens à le préciser. Bon, j'espère que tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui vous a intéressé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu ou mieux encore un petit commentaire de votre part sous la vidéo serait apprécié. À bientôt.